Ce chat sauvageon secouru n'arrête jamais de parler. Essayez de ne pas sourire à ses manières excentriques. Le violent incendie de forêt qui a englouti toute l'étendue nord des Ashbury Highlands avait tout brûlé sur son passage. Les arbres s'étaient effondrés en squelettes calcinés. L'air était épais de fumée qui transformait le jour en crépuscule, ne laissant derrière elle que des cendres et un silence étrange qui donnait l'impression que le monde retenait son souffle. La dévastation s'étendait sur des kilomètres, un paysage transformé en quelque chose de méconnaissable. Là où des pins majestueux gisaient autrefois comme des guêpes noircies sur le sol de la forêt, un tapis de poussière grise s'était formé, s'élevant à chaque rafale de vent dans la brume grise dense, qui persistait des jours après que les flammes aient finalement été contenues. Un petit chaton lynx roux, son corps douloureusement maigre avec des côtes visibles sous sa fourrure roussie. Ses oreilles laides pointues et alertes, malgré son état affaibli, boitait prudemment sur les troncs tombés qui bloquaient son chemin comme des obstacles dans un labyrinthe cruel. Ses yeux étaient injectés de sang à cause de jours d'exposition à la fumée, larmoyant constamment, et son faible gémissement ressemblait à une faible supplication de survie qui résonnait dans le vide, affamé au-delà de toute mesure, terrifié par le nouveau monde étrange que le feu avait créé, et absolument seul sans mère ni frères et sœurs. Il sentit l'odeur des humains dériver dans l'air âpre et instinctivement, désespérément, se dirigea vers elle, attiré par un espoir primal que là où il y avait des humains, il pourrait y avoir de la nourriture, un abri, ou au moins une chance de continuer à exister. C'est précisément à ce moment-là qu'Elliot McCrae, 74 ans, son visage buriné marqué par les histoires de 7 décennies, son épaule légèrement courbée par des années à porter des fardeaux physiques et émotionnels, venait de rentrer dans l'ancienne cabane en bois au fond de la forêt. Il revenait après presque 2 décennies de vie isolée dans une petite ville côtière suite au décès de sa femme Margaret, des suites d'un cancer, une perte qui l'avait vidé et l'avait fait fuir la maison de montagne qu'ils avaient partagée. La cabane était l'endroit où il avait grandi des décennies plus tôt avec son frère aîné, Arlen McCrae, maintenant âgé de 76 ans, un vieil homme bourru avec une voix rocailleuse et des mains noueuses par une vie de travail manuel, qui s'accrochait à ces montagnes comme s'il était un arbre ancien enraciné trop profondément pour jamais quitter la terre, refusant toutes les invitations à déménager en ville, à vivre quelque part plus facile, quelque part avec des hôpitaux à proximité et des voisins assez proches pour appeler si quelque chose tournait mal. Les frères avaient été séparés pendant de nombreuses années, se parlant à peine au-delà des appels téléphoniques de vacances et des conversations gênantes lors des funérailles familiales. Leur relation était fracturée par de vieilles disputes dont aucun ne se souvenait plus des origines. Des ressentiments qui s'étaient calcifiés au fil du temps en des murs que ni l'un ni l'autre ne savaient comment démanteler. Mais quand Elliot est revenu dans les montagnes, attiré par un désir sans nom qu'il ne pouvait même pas s'articuler à lui-même, cette distance a lentement commencé à s'estomper comme le brouillard matinal se dissipant sous la lumière du soleil. Dans l'histoire réelle, celle qui allait tout changer a commencé quand ils ont vu le chaton lynx trébucher à travers les débris de la forêt qu'ils aimaient tous les deux. Des retrouvailles qui auraient dû être calmes, remplies de silence inconfortable et de petites conversations prudentes, ont plutôt ouvert la porte à un voyage inattendu qu'aucun des frères n'aurait pu anticiper ou préparer. Elliot se figea complètement lorsqu'il aperçut pour la première fois la petite créature. Son souffle se coupa dans sa gorge, sa main atteignant instinctivement la balustrade du porche pour se stabiliser. De vieux souvenirs lui revinrent avec la force d'une inondation brisant un barrage des années auparavant. Peut-être 2 décennies passées. Il avait abattu par erreur une maman lynx un soir d'automne, pensant dans la faible lumière qu'elle chassait ses poulets, pour découvrir plus tard, en suivant la piste de sang, qu'elle cherchait ses petits, qu'elle avait des chatons cachés quelque part dans la forêt, des chatons qui avaient probablement péri sans elle. En regardant le petit lynx pitoyable maintenant,
se traînant vers la cabane avec une telle détermination, malgré sa souffrance évidente. Il eut l'impression que le destin lui-même le confrontait à une punition silencieuse, lui offrant une chance de rédemption qu'il n'avait jamais pensé recevoir. La culpabilité qu'il portait depuis des années, enfouie mais jamais oubliée, refit surface avec un poids écrasant. Elliot s'agenouilla lentement, ses vieux genoux protestants, enveloppa doucement le chaton tremblant dans une vieille écharpe en laine qui avait appartenu à Margaret, sentant ses battements de cœur rapides contre ses paumes comme un tambour désespéré, et murmura d'une voix rauque, sa voix se brisant légèrement. « Cette fois, je ferai les choses correctement. Je te le promets. » Arlen protesta furieusement quand Elliot porta le lynx à l'intérieur, son visage rougissant, sa voix s'élevant à ce ton familier qui signifiait qu'il était vraiment en colère et pas seulement en train de grommeler pour le spectacle, insistant sur le fait que les lynx ne pouvaient jamais être apprivoisés, que c'était un animal sauvage qui les mordrait, les grifferait ou apporterait des maladies dans la maison, qu'ils étaient trop vieux pour faire face à quelque chose d'aussi imprévisible et dangereux. Il arpenta la petite cuisine de la cabane, gesticulant avec insistance, énumérant toutes les raisons pour lesquelles c'était une terrible idée, rappelant à Elliot chaque article de presse qu'il avait jamais entendu parler d'animaux sauvages se retournant contre leur sauveur. Mais Elliot était résolu, sa mâchoire serrée de cette manière têtue que Arlen reconnaissait de leur enfance, l'expression qui signifiait qu'aucune dispute ne changerait d'avis. Il parla doucement mais fermement des secondes chances, des réparations, du vide que la cabane ressentait même avec eux deux dedans, et du fait que peut-être ils avaient tous besoin de quelque chose dont s'occuper en dehors d'eux-mêmes. Finalement, après des heures de débat qui s'étirèrent jusqu'au soir, le frère aîné céda avec un lourd soupir et un hochement de tête, permettant à contre-cœur à la créature sauvage d'entrer dans leur monde soigneusement ordonné, non sans marmonner des prédictions de désastre sous son souffle. Ils le nommèrent Dusty, d'après les cendres qui s'accrochaient encore à sa fourrure roussie malgré les douces tentatives d'Elliot de les brosser. Dusty ne miaulait pas comme les chats domestiques normaux qu'ils avaient connus, les chats de grange de leur enfance ou les chats errants qui apparaissaient parfois à la porte de la cabane. Il avait un miaulement grave et rauque qui ressemblait étrangement à un vieil homme se raclant la gorge, un son qui commençait bas dans sa poitrine et sortait rude et éraillé. Et chaque fois qu'il était mécontent de quelque chose, la nourriture offerte, la température de la pièce, la façon dont quelqu'un l'avait touché, il émettait un grognement grave mêlé d'un marmonnement qui semblait contenir des paragraphes entiers de plaintes, faisant plaisanter Elliot avec un amusement authentique qu'il s'agissait de Arlen réincarné en forme de lynx roux, ce qui ne manquait jamais de lui valoir un froncement de sourcils de son frère, même si les yeux de Arlen se plissaient d'un rire réprimé. Le premier jour et la première nuit, Dusty se cacha sous le lit d'Elliot, se serrant contre le mur du fond, refusant de manger ou de boire quoi que ce soit qu'il lui offrait. Ses yeux étaient fous de peur et de suspicion. Ils essayèrent de l'amadouer avec des morceaux de poulet, du lait, du thon en conserve, mais rien ne fonctionna. Mais quand Elliot, sans fanfare ni attendre, posa tranquillement un simple bol d'eau au bord du lit, puis s'éloigna pour s'asseoir de l'autre côté de la pièce dans son fauteuil de lecture, faisant semblant d'être absorbé par un livre, le chaton le regarda pendant un long moment de calcul qui sembla s'étirer sans fin, puis prit une petite léchée hésitante, puis une autre, puis but profondément. Dans les jours qui suivirent, Dusty émergea lentement de sa cachette, d'abord juste sa tête dépassant pour les observer, puis s'aventurant dans de courtes expéditions autour de la cabane quand il pensait qu'il ne le regardait pas. Arlen, toujours pratique et toujours convaincu que cette expérience finirait mal, attacha une petite clochette en laiton à la porte de la cabane afin de pouvoir détecter les animaux sauvages s'approchant de l'extérieur. Mais Dusty apprit rapidement, avec une intelligence qui surprit les deux frères, à l'utiliser comme signal quand il avait faim,
la frappant d'une patte pour la faire teinter. Toutes les quelques minutes, pendant ces premières semaines, la cloche sonnait encore et encore et encore. Harlan cria d'exaspération, levant les mains. Cette chose est un réveil biologique. C'est pire qu'un coq. Elliot éclata de rire. Le premier vrai rire que Harlan avait entendu de lui depuis des années, et répondit avec un sourire. C'est ton vrai enfant. Vous parlez toutes les deux trop et vous vous plaignez de tout. Elliot rit de sa propre blague, mais il réalisa bientôt quelque chose de bien plus remarquable, quelque chose qui le prit au dépourvu et le fit réfléchir à son propre comportement d'une manière qu'il n'avait pas faite depuis des décennies. Dusty ne mangerait pas s'il était en colère ou contrarié. S'il y avait de la tension dans la cabane, si les voix s'élevaient, une fois, lors d'un désaccord sur les réparations nécessaires du push, il cria sur Harlan de frustration, sa voix acérée et blessante avec des mots qu'il regretta immédiatement. Et pendant toute la journée qui suivit, Dusty resta tranquillement dans un coin près de la cheminée, refusant de manger malgré les tentatives de plus en plus inquiètes d'Elliot, ses yeux remplis de ce qui ne pouvait être décrit que comme de la tristesse. Le regardant avec une expression qui semblait presque accusatrice, Elliot réalisa avec un choc de reconnaissance de soi qu'il avait agi de cette manière avec sa femme Margaret et leurs petits-enfants aussi pendant ses humeurs plus sombres, déversant sa colère et sa frustration sur les plus fragiles, ceux qui l'aimaient le plus et méritaient au moins qu'il les protège, mais il les agressait. La réalisation le frappa comme un coup physique, lui arrachant des larmes alors qu'il s'asseyait sur le sol à côté de Dusty, s'excusant non seulement auprès du lynx, mais auprès des fantômes de ses erreurs passées. À partir de ce moment, il apprit à contrôler ses émotions plus attentivement, à adoucir ses mots même quand il était frustré, à prendre de profondes respirations et à sortir quand la colère menaçait de déborder. Et il appela son voyage avec Dusty le voyage de réapprendre à être humain. Il écrivit ces mots exacts dans le journal qu'il avait commencé à tenir à côté de son lit. Quelques mois plus tard, un mardi matin ordinaire de la fin de l'automne, Elliot subit inopinément un léger AVC alors qu'il coupait du bois derrière la cabane, ce qui laissa le côté gauche de son corps considérablement affaibli. Son bras gauche pendait presque inutilement le long de son corps. Sa jambe gauche traînait lorsqu'il essayait de marcher. Bouger devint difficile et frustrant. Chaque pas exigeait concentration et effort. Chaque tâche simple était désormais un défi qui lui rappelait son âge et sa mortalité. Le médecin de la ville le mit en garde contre la longue convalescence à venir, contre la possibilité qu'il ne retrouve jamais complètement sa mobilité antérieure. Mais Dusty, maintenant presque adulte et fort, ne l'abandonna pas pendant ces semaines et ces mois difficiles. Il marchait à ses côtés chaque fois qu'il tentait de bouger, ralentissant délibérément son pas naturellement rapide pour correspondre à ses pas hésitants, comme s'il l'invitait consciemment à s'appuyer sur lui pour le soutien et l'encouragement. Chaque jour, parfois plusieurs fois par jour, lorsque les instructions de son physiothérapeute l'exigeaient, il pratiquait la marche autour de la cabane, puis autour de la cour avec son compagnon à quatre pattes, une main sur sa canne et l'autre tendant parfois la main pour se stabiliser sur le dos étonnamment solide de Dusty. Progressivement, avec une lenteur agonisante qui mettait constamment sa patience à l'épreuve. Ses pas devinrent plus réguliers, son équilibre s'améliora, la sensation revint dans ses membres affaiblis. Et par coïncidence, ou peut-être pas par coïncidence du tout, comme Elliot se le demandait parfois, c'est précisément à ce moment-là que Dusty commença à explorer plus profondément dans la forêt chaque jour, s'absentant plus longtemps. Comme si son rôle de nourrice et de physiothérapeute avait été rempli et qu'il pouvait maintenant retrouver sa nature sauvage. Harlan grommelait encore souvent de l'inconvénient d'avoir un animal sauvage dans la maison, des griffures sur les meubles et des empreintes de pattes boueuses sur le sol. Mais c'est en fait lui qui découvrit que les grognements de Dusty n'étaient pas des bruits ordinaires de lynx roux, pas des vocalisations aléatoires sans signification. Chaque syllabe avait un nuance émotionnel,
des significations spécifiques qui pouvaient être apprises et interprétées, tout un langage caché dans ses grognements, ses murmures et ses pépiments. Harlan et Elliot, n'ayant que du temps devant eux pendant les longues soirées d'hiver, commencèrent à les enregistrer méticuleusement dans un carnet qu'ils appelèrent le langage de Dusty, avec des transcriptions phonétiques et des notes contextuelles. Quand Dusty grognait selon un rythme particulier, cela signifiait qu'il avait faim et voulait de la nourriture immédiatement. Quand il émettait un court hurlement qui se terminait par un pépiment, cela signifiait qu'il avait froid et voulait être près du feu. Un long grondement grave signifiait le contentement, un grognement aigu et staccato signifiait « laissez-moi tranquille ». Apprendre son langage devint plus qu'un passe-temps. Ce fut un pont qui les lia tous les trois, donnant aux frères un projet partagé qui exigeait de la coopération et les rapprochait plus qu'ils ne l'avaient été depuis l'enfance. Quand ils avaient exploré ces mêmes bois ensemble et inventé des codes secrets que seuls eux comprenaient. D'une créature sauvage qui avait émergé d'une catastrophe, Dusty devint progressivement une présence irremplaçable dans la cabane, aussi essentielle à son atmosphère que la cheminée crépitante ou l'odeur du café le matin. Pendant les orages, quand la foudre fendait le ciel et que le tonnerre secouait les fenêtres de leur cadre, il abandonnait toute prétention de sauvagerie et se glissait sur les genoux d'Elliot, tremblant malgré sa taille, ses yeux écarquillés d'une peur primitive. Elliot le calmait pendant ces moments, enroulant ses brosses autour de son corps chaud, fredonnant de vieilles chansons de sa jeunesse, des airs folkloriques que sa mère avait chantés en faisant la vaisselle, des mélodies auxquelles il n'avait pas pensé depuis des décennies. Pour la première fois depuis des années, peut-être depuis avant le diagnostic de Margaret, peut-être même plus longtemps, Elliot retrouva la douceur qu'il avait perdue en chemin après la perte de sa femme. La capacité de réconforter une autre créature vivante sans gêne ni réserve. La simple grâce d'être nécessaire. Un jour, durant un hiver particulièrement rigoureux, Dusty tomba gravement malade d'une sorte d'infection respiratoire, refusant toute nourriture et brûlant de fièvre qui rendait sa fourrure chaude au toucher. Sa respiration était laborieuse et sifflante. Elliot et Harlan se relayèrent pendant 3 nuits blanches, appliquant des compresses froides sur son corps et surveillant sa température avec un vieux thermomètre. Aucun d'eux n'allant se coucher, se relayant sur la chaise à côté de l'endroit où Dusty reposait sur une pile de couverture près du feu. Ils se rendirent en ville, malgré les conditions routières dangereuses, pour obtenir des antibiotiques du vétérinaire, qui haussa les sourcils à la demande, mais les fournit quand même. Lorsque Dusty finit par lever la tête au matin du 4e jour et lécha la main de Harlan avec sa langue rugueuse, le vieil homme pleura, les larmes coulant sur ses joues burinées, alors qu'il lui caressait la tête, disant d'une voix étranglée, « J'ai cru t'avoir perdu, petite bête. Ne nous refais jamais ça. » La petite fille de Harlan, Laia, 10 ans, une enfant sérieuse aux yeux noirs de sa mère et au tempérament calme de son père, commença également à visiter la cabane plus souvent, surtout après que ses parents eurent des problèmes qui allaient finalement mener à leur séparation. Ayant perdu sa mère dans le même incendie de forêt qui avait détruit la forêt autour de la cabane, sa mère avait été une pompière décédée en essayant de sauver une famille piégée par les flammes. La jeune fille était devenue presque muette, traumatisée au point de ne plus parler, craignant l'obscurité d'une manière qui brisait le cœur de son père, incapable de dormir seule sans des cauchemars qui la faisaient se réveiller en hurlant. Mais après l'arrivée de Dusty à la cabane et que Harlan l'eut amené à rencontrer le résident inhabituel, quelque chose changea. Laia recommença à parler. D'abord en chuchotant à Dusty, puis à voix normale à son grand-père et à Elliot, puis finalement avec sa voix naturelle qui avait été enfermée par le chagrin. Elle sourit pour la première fois depuis des mois lorsque Dusty exécuta l'une de ses scènes de mort dramatiques lentement. Visite après visite, elle éteignit les lumières la nuit. D'abord avec quelqu'un lui tenant la main, puis finalement seule.
Elliot dit un soir, regardant Laia et Dusty se blottir ensemble sur le porch. C'est la lanterne de la nuit et la sienne aussi. Ce chat lui apprend que l'obscurité ne signifie pas toujours danger. Dusty était inégalable en matière de malice et de performance théâtrale qui aurait impressionné n'importe quel acteur. Chaque fois qu'il entendait la douche couler, et il semblait pouvoir l'entendre de n'importe où dans la cabane ou le jardin, il faisait semblant de mourir avec un flair dramatique, s'effondrant de façon spectaculaire sur le sol, où qu'il se trouve, plissant les yeux presque complètement fermés, tirant légèrement la langue comme s'il avait cessé de respirer, restant complètement immobile même quand on le touchait. Mais au moment même où quelqu'un ouvrait une boîte de poissons ou de thon dans la cuisine, il bondissait immédiatement, parfaitement bien et plein d'énergie, miaulant avec enthousiasme et se faufilant entre les jambes pour réclamer sa part. Arlen leva les mains, impuissant, les premières fois que cela arriva. Il joue mieux que les acteurs d'Hollywood. Nous devrions l'emmener à Los Angeles. Nous serions tous riches. Les frères apprirent à ne pas ouvrir les boîtes discrètement s'ils voulaient vraiment manger leur propre nourriture. Et le matin, surtout les matins où Arlen voulait dormir tard, Dusty était un réveil vivant sans bouton d'arrêt, sans aucune pitié ni compréhension du concept de week-ends ou de vacances ou simplement d'être fatigué. À exactement 5 heures chaque matin, avec une précision qui laissait les deux frères perplexes. Il sautait sur l'estomac d'Arlen avec assez de force pour lui couper le souffle, lui léchant le visage avec sa langue rugueuse et lui tirant les cheveux avec ses dents jusqu'à ce qu'il se lève, gémissant et jurant légèrement. Arlen avait tout essayé pour déjouer le chat. Changer de lit pour la chambre d'amis, dormir sur le canapé, même verrouiller sa porte, mais rien ne fonctionnait longtemps. Dusty attendait simplement devant la porte derrière laquelle il se trouvait, pleurant pitoyablement jusqu'à ce que la culpabilité le force à sortir. Ce chat me traque avec un GPS ou quelque chose comme ça, se plaignait Arlen à Elliot, qui trouvait toute la situation infiniment amusante. D'autant plus que Dusty le laissait tranquille le matin. Peut-être qu'il sait juste qui est le Great Show, répondait Elliot avec un sourire. Un après-midi d'été, tandis que Laia jouait dans la cour avec les jeux élaborés que les enfants créent à partir de bâtons, de pierres et d'imagination, elle faillit marcher directement sur une vipère cuivrée venimeuse qui se prélassait dans l'herbe, camouflée contre la terre sèche. Dusty, qui somnolait sur le porche à 6 mètres de là, se rua soudainement avec une vitesse qu'aucun des frères ne savait qu'il possédait encore, siffla assez fort pour les faire tous sursauter et se jeta sur la queue du serpent avec les griffes étendues, le chassant vers la lisière de la forêt, tandis que Laia restait figée de choc. Arlen, qui lisait son journal dans un fauteuil à la bascule, se figea également, son visage devenant pâle alors qu'il réalisait ce qui avait failli y arriver, puis s'agenouilla et caressa la tête de Dusty d'une main tremblante et murmura, sa voix épaissie par l'émotion. Tu es le petit gardien de ma famille. Merci. Merci de veiller sur elle. Les mois se transformèrent en années, les saisons défilant selon leur schéma familier, et Dusty devint pleinement adulte. Une créature magnifique avec une fourrure épaisse et des muscles puissants. Mais il revenait toujours chaque soir de ses errances forestières, s'allongeant tranquillement sur le porche au coucher du soleil, ses oreilles pointues dressées et alertes à chaque son, ses yeux vifs, mais d'une certaine manière chaleureux, veillant sur les frères, alors qu'ils étaient assis sur leur chaise, lisant ou parlant, ou simplement profitant du calme. Un soir frais d'octobre, tandis qu'Elliot écrivait dans son journal à la lumière d'une lampe, enregistrant ses pensées et ses souvenirs avant qu'il ne s'estompe comme il semblait le faire avec une fréquence croissante ces jours-ci, Dusty s'approcha silencieusement, posa sa tête sur son genou avec une douceur inattendue et grogna doucement, non pas un grognement d'avertissement ou de faim, mais quelque chose qui ressemblait presque au contentement ou à l'affection. Un sentiment submergea Elliot à ce moment-là,
une certitude presque spirituelle par son intensité. Peut-être vivait-il le plus beau dernier chapitre de sa vie. Peut-être que tout ce qui avait précédé la perte, le chagrin, les années d'isolement, l'avait mené à cette grâce inattendue. Lorsque la première neige de l'hiver recouvrit Pine Hollow Ridge en décembre, transformant la forêt cicatrisée en quelque chose de nouveau, de beau. Elliot, Harlan et Laia emmenèrent Dusty profondément dans la forêt ensemble, suivant un sentier qu'ils avaient parcouru d'innombrables fois, se dirigeant vers l'endroit où ils l'avaient trouvé des années auparavant. La neige tombait légèrement à travers les branches nues, l'air calme, froid et pur, leur souffle visible en petits nuages blancs. Ils s'arrêtèrent près d'un grand pin, l'un des rares à avoir survécu à l'incendie, l'endroit même près duquel Dusty avait rampé hors des cendres vers la cabane toutes ces années auparavant. Elliot s'agenouilla avec une certaine difficulté, ses mauvaises jambes raides par le froid, regarda directement dans les yeux dorés de Dusty, qui semblait comprendre plus que n'importe quel animal ne devrait, et dit doucement, sa voix stable malgré l'émotion derrière elle, « Tu peux revenir quand tu veux. Tu es libre maintenant, complètement libre. Mais ta maison t'attendra toujours. Nous serons toujours là. » À partir de ce jour, Dusty passa la majeure partie de son temps dans la forêt, vivant la vie qu'il était censé vivre, chassant, errant et étant sauvage d'une manière que la cabane ne pourrait jamais accueillir. Mais chaque Noël sans faute, arrivant toujours la veille de Noël comme s'il avait un calendrier, il revenait sur le porche de la cabane, apparaissant de l'obscurité comme un fantôme devenu solide. Chaque visite apportait de nouvelles traces de neige et des motifs qu'ils avaient appris à reconnaître dans ces mêmes yeux chauds et évocateurs, qui disaient qu'ils n'avaient pas oublié, n'oublieraient jamais, les humains qu'il avait sauvés, aimés et laissés partir. Les années passèrent avec une vitesse croissante, comme elles le font avec l'âge, et Elliot s'affaiblit, son corps s'épuisant lentement de manière à effrayer Harlan, bien qu'aucun d'eux n'en parlât directement. Un après-midi de printemps, alors que les fleurs sauvages commençaient tout juste à éclore, il s'effondra dans le jardin en essayant de tirer le tuyau d'arrosage vers le potager qu'il insistait obstinément à entretenir. Dusty, qui se trouvait en visite ce jour-là, se précipita immédiatement vers lui au moment où il tomba, rugissant d'un son qu'il n'avait jamais entendu auparavant, un son de pure alarme, puis commença à tourner frénétiquement autour de la cabane, faisant suffisamment de bruit pour être entendu à l'intérieur où Harlan faisait la sieste. Harlan entendit le vacarme, se réveilla désorienté mais alarmé, courut dehors aussi vite que ses vieilles jambes purent le porter et trouva son frère inconscient dans la cour, son visage pâle et sa respiration superficielle. Le médecin dit plus tard, après qu'Elliot eût été stabilisé à l'hôpital, « Si ce lynx n'avait pas donné l'alerte, si votre frère avait été seul, il n'aurait peut-être pas survécu. Cet animal lui a sauvé la vie. » La chute et l'hospitalisation qui s'ensuivit laissèrent Elliot incapable de marcher sans aide, plus faible encore qu'après son AVC des années auparavant. Durant les premiers jours de sa convalescence à son retour à la maison, alors que la dépression menaçait de le submerger et qu'il se demandait s'il quitterait un jour son fauteuil, Dusty redevint son compagnon et son physiothérapeute. Il l'attendait chaque matin quand Harlan l'aidait à se lever, marchant lentement à côté de lui à chaque pas d'entraînement autour de la cabane, faisant des tours de la cour en boucle patiente, comme s'il le guidait à sa manière mystérieuse. Sachant d'une certaine manière que sa présence faisait la différence entre Elliot qui essayait et Elliot qui abandonnait. Elliot pleura plus d'une fois pendant ces semaines difficiles, disant à Harlan en lui serrant le bras pour se soutenir, « Je l'ai sauvé une fois quand il mourait dans les cendres, mais il m'a sauvé bien plus de fois que cela. Comment rembourse-t-on une telle dette? » Harlan, approchant les 80 ans, se déplaçait également lentement. Ses mouvements étaient prudents et calculés, ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il versait le café ou essayait de boutonner sa chemise.
Mais quelque chose d'inattendu avait changé en lui au fil des ans depuis l'arrivée de Dusty. Quelque chose de fondamental dans son caractère et son approche de la vie. D'un homme grincheux qui se plaignait de tout, s'énervait contre les gens et évitait les liens émotionnels, il était devenu patient d'une manière qui surprenait tous ceux qui le connaissaient. D'où même, surtout avec Dusty, mais aussi avec Laia et avec Elliot et avec les quelques voisins qui venaient encore prendre de leurs nouvelles. Chaque matin, il ajoutait des notes au langage de Dusty, de nouveaux sons qu'il découvrait, de nouveaux symboles pour représenter différents appels et des observations des expressions vieillissantes du lynx, les façons dont ses vocalisations avaient changé à mesure qu'il mûrissait. Le carnet était devenu plusieurs carnets, une étude exhaustive dont il plaisantait parfois en disant qu'elle pourrait être publiée comme article scientifique. Un jour d'automne, Laia, devenue une jeune femme qui étudiait pour devenir vétérinaire, organisa la fête d'anniversaire des 80 ans de Arlen à la cabane avec l'aide de son père et de plusieurs autres membres de la famille. La cabane était décorée de lanternes en papier qu'elle avait accrochées aux poutres du porche. Un gâteau qu'elle avait elle-même préparé trônait fièrement sur la table de la cuisine, et Elliot était assis enveloppé dans des couvertures dans son fauteuil roulant, chantant de vieilles chansons d'une voix tremblante mais toujours mélodieuse. Alors que la fête tirait à sa fin et que les gens commençaient à partir, Dusty apparut soudain à la lisière de la forêt, sortant des ombres silencieusement, sa fourrure maintenant argentée de vieillesse autour de son museau et de ses oreilles, sa démarche plus lente, mais d'une certaine manière toujours digne et puissante. Il s'approcha du porche où Arlen était assis entouré de sa famille, se faufila entre les jambes des gens jusqu'à l'atteindre, posa sa tête sur sa jambe avec une affection familière et ferma les yeux. Arlen s'étrangla, incapable de parler pendant un long moment, puis lui caressa la tête et murmura « Je savais que tu n'oublierais pas ce jour. Merci d'être venu, vieil ami. » La santé d'Elliot déclina davantage au cours de l'hiver suivant en raison de l'âge et des complications de son AVC antérieur. Son corps s'épuisait simplement après 81 années difficiles. Il est décédé une nuit de printemps en mars, pendant son sommeil dans la cabane. Alors que de la musique douce jouait sur le vieux tourne-disque, les mêmes chansons folkloriques qu'il fredonnait à Dusty pendant les tempêtes, et que la pluie tombait doucement sur le toit. Dusty resta à côté de son lit toute cette nuit, sa tête reposant sur sa main tremblante, restant parfaitement immobile même lorsque sa respiration devint plus laborieuse et s'arrêta finalement paisiblement. Plus tard, Laia trouva un carnet dans son tiroir, celui dans lequel il écrivait depuis des années, avec un message manuscrit sur la dernière page qui la fit pleurer. « Si un jour je ne suis plus là, sache que tu m'as aidé à revivre quand je pensais que la vie était finie. Tu m'as appris la douceur, tu m'as appris la patience. Tu m'as appris que l'amour n'a pas besoin d'être compliqué. Merci d'être arrivé au bon moment. Elliot. » Après les funérailles, qui attirèrent plus de monde que quiconque ne l'aurait imaginé, car Elliot avait touché plus de vie qu'il ne le savait. Laia décida de continuer à vivre dans la cabane avec sa jeune fille Ellie, voulant préserver le lieu et les souvenirs qu'il contenait. Voulant que sa fille grandisse avec la même connexion à ces montagnes qui avaient façonné sa propre vie, elle accrocha un grand portrait encadré d'Elliot sur le mur du porche, à côté d'un portrait peint de Dusty qu'elle avait elle-même créé pendant son cours d'art à l'université, tous deux veillant sur la cabane comme des esprits gardiens. Chaque nuit, elle racontait à sa fille des histoires avant de dormir sur le premier ami de sa mère, un lynx roux qui avait un jour tout changé, qui avait guéri une famille brisée, qui leur avait appris à tous à redevenir humains. Un matin d'hiver, plusieurs années plus tard, alors qu'Ellie avait environ 6 ans et jouait dans la neige fraîche, elle ouvrit la porte de la cabane pour prendre sa luge et vit un jeune lynx roux se tenant sous les marches du porche, petit et mince comme Dusty l'avait été autrefois. Il n'avait pas peur d'elle. Il regarda simplement à l'intérieur avec des yeux dorés familiers, comme s'il était arrivé exactement au bon endroit,
comme s'il avait cherché cette cabane spécifique. Harlan, maintenant fragile avec l'âge et utilisant un déambulateur, mais toujours vif d'esprit et d'âme, sortit prudemment sur le porche, ses yeux s'embuant en contemplant la scène, puis sourit avec un émerveillement profond et murmura: « Le cercle se referme et s'ouvre à nouveau. Bienvenue à la maison. » Le nouveau lynx roux, plus petit mais avec les mêmes oreilles pointues et des manières étrangement familières, qui firent se demander à Harlan s'il s'agissait en quelque sorte d'un descendant de Dusty, fut bientôt accueilli dans le foyer avec le même soin et la même patience qu'ils avaient montré la première fois. Ellie, sous la direction de sa mère, le nomma Echo, parce que c'est comme si Dusty nous faisait écho les nuits d'hiver. Echo dormait recroquevillé près de la cheminée à l'endroit que Dusty préférait autrefois, pendant que Laia lisait des livres et que Harlan écrivait dans un nouveau carnet qu'il avait commencé, le langage d'Echo, poursuivant le travail qu'il avait entrepris des décennies plus tôt avec un but renouvelé. Un jour d'été, alors qu'Ellie jouait près de la lisière de la forêt, construisant des maisons de fées élaborées à partir de brindilles et de mousse, elle faillit marcher sur une vipère cuivrée cachée dans l'herbe, l'histoire menaçant de se répéter. Echo bondit instantanément pour la protéger, grognant instinctivement avec une férocité surprenante pour une si jeune créature, chassant le serpent exactement comme Dusty l'avait fait pour Laia toutes ces années auparavant. La vue et le son rappelèrent si puissamment à Harlan ce moment antérieur qu'il dut s'asseoir, submergé par le sentiment que le passé et le présent étaient d'une certaine manière devenus un, que le temps était circulaire plutôt que linéaire d'une manière qu'il n'avait jamais comprise auparavant. Harlan vécut plusieurs années encore après l'arrivée d'Echo, assez longtemps pour voir Ellie devenir une jeune fille confiante qui ne craignait pas la forêt, et pour voir Echo mûrir en un magnifique lynx roux adulte. Il devint le compteur pour chaque génération dans la cabane et au-delà. Le dernier encore en vie, portant les souvenirs vifs de Dusty, Elliot et ce voyage extraordinaire qui les avait tous transformés. Lors de la fête du 9e anniversaire d'Ellie, ils placèrent une photographie encadrée sur la table à côté du gâteau. Harlan et Elliot assis sur le porche de la cabane avec Dusty entre eux. Tous trois avaient l'air contents et entiers. Echo était assise à côté de la table, portant un petit nœud qu'Ellie lui avait attaché autour du cou pour l'occasion. Pour la jeune fille, la famille n'était jamais quelque chose de vieux ou de fini. C'était quelque chose qui était porté par un amour discret, en choisissant d'ouvrir des portes à des créatures inattendues, en croyant aux secondes chances. Harlan est décédé paisiblement dans son sommeil à 89 ans, entouré de sa famille, avec Echo couché à côté de son lit, tout comme Dusty s'était autrefois couché à côté d'Elliot. Lors de ses funérailles, des gens de toute la région sont venus rendre hommage et entendre des histoires sur l'homme qui avait documenté le langage d'un lynx, qui avait aidé à élever le projet de rédemption sauvage de son frère, qui avait vécu assez longtemps pour voir le cycle recommencer. Des années plus tard, bien après que ces événements soient devenus légendes dans la communauté, une grande fresque murale fut peinte dans le centre-ville par un artiste local commissionné par le conseil municipal. Elle représentait Elliot assis sur le porche de la cabane dans son fauteuil à bascule, Harlan lisant un livre dans la chaise à côté de lui, Dusty somnolant paisiblement entre eux, et la jeune Laia tenant un carillon éolien qu'elle avait fabriqué avec des objets collectés. En dessous était inscrit en lettres soignées: « Il a élevé un lynx et le lynx l'a élevé en retour. » Et cette histoire continue à ce jour chaque fois que quelqu'un ouvre son cœur à une petite créature sauvage qui porte en elle tout un monde de guérison et d'amour. Chaque fois que quelqu'un choisit la connexion plutôt que l'isolement. Chaque fois que la grâce arrive déguisée en quelque chose d'inattendu et d'effrayant, et finalement de transformateur. La cabane est toujours là, sur Pine Hollow Ridge, patinée par le temps mais solide, et les lynx sortent encore de la forêt les soirs d'hiver. Et les enfants apprennent encore que la sauvagerie et la douceur peuvent coexister. Et les montagnes se souviennent encore du vieil homme qui a trouvé la rédemption dans une poignée de fourrure roussie et a appris à tous ceux qui l'entouraient
qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à redevenir humain. Chaque sauvetage commence par un battement de cœur qui refuse d'abandonner. Nous sommes reconnaissants que vous ayez choisi d'écouter celui-ci. Si vous souhaitez entendre d'autres histoires comme celle-ci, un simple j'aime ou un abonnement signifie beaucoup pour nous.